Une brève histoire de l'eau. Donc je ne suis pas, j'ai pas la prétention d'être un spécialiste de l'eau, pas plus que j'étais un spécialiste de la transition énergétique. Dans la transition énergétique, je m'étais appuyé sur le scénario de transition énergétique de gens très compétents, qui s'appelle Negawatt, qui avait essayé d'imaginer comment on peut sortir de la situation actuelle pour être dans un monde zéro énergie fossile, zéro énergie fissile en 2050, et ils montraient que c'était possible, à condition d'avoir un peu de volonté. Là, c'est une démarche complètement différente. L'eau, ça fait partie de ces éléments tellement abondants, triviaux, part de notre quotidien qu'on n'y pense pas, et pourtant c'est quelque chose d'assez magique, ne serait-ce que par le fait que privé d'eau, nous, comme la plupart des animaux et de la flore, on ne dure pas très longtemps. Donc ça mérite quelque attention. Et voilà ce que je vous propose de parcourir. Donc d'une part, d'où vient l'eau? C'est pas si répandu que ça dans l'univers. Et puis sur Terre, comment elle se répartit. Des propriétés étonnantes, vous verrez, moi j'ai appris beaucoup de choses en passant ça. Des propriétés étonnantes qui ont rendu l'apparition de la vie possible, mais aussi son maintien. Il ne suffit pas que la vie apparaisse pour qu'elle puisse se perdurer. C'est un peu un problème auquel on est confronté aujourd'hui. Et puis quelques éléments de géopolitique de l'eau. Alors tout ça c'est un survol, parce que chacun de ces chapitres pourrait donner l'objet de 3 conférences entières certainement. Donc j'ai fait des choix très arbitraires qui sont les miens et je les assume. Je ne sais pas pourquoi, mais on a des couleurs qui sont un peu étonnantes. Ça ressemble plus beaucoup à de l'eau, ou alors peut-être l'eau sur Vénus, encore que je vous expliquerai que l'eau sur Vénus, il n'y en a pas beaucoup, mais on n'exclut pas qu'il y en ait. Voilà. Donc on va commencer par l'eau dans l'univers. Alors, dans l'univers, il y a beaucoup d'hydrogène, il y a beaucoup moins d'oxygène, et vous savez que l'eau, il faut mélanger 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène pour faire de l'eau. Le problème, c'est que dans le vide sidéral, les conditions au mariage de ces quelques atomes pour fabriquer des molécules d'eau, elles ne sont pas vraiment propices pour des raisons de température, de rayonnement UV, et tout un tas d'autres raisons. Donc finalement, l'eau n'est pas si présente en grande quantité, ça représente 1/1000e de la masse visible. Ceci dit, 1/1000e de la masse visible, ça fait quand même beaucoup d'eau dans l'absolu, même si c'est en proportion quelque chose de relativement faible. Et alors, on la trouve où cette eau? On la trouve dans les nuages protoplanétaires. Alors c'est un mot compliqué, ça veut simplement dire c'est les nuages des planètes qui sont en cours de formation. Les planètes, tous les astres d'une manière générale, se forment par accrétion. Après le Big Bang, tout explose, des atomes partent essentiellement d'hydrogène, puis progressivement, un certain nombre de processus chimiques se produisent, et à chaque fois, par des effets de gravitation, des nuages de gaz et de poussière commencent à se former, puis s'effondrent progressivement les uns sur les autres, et au bout du processus, ça peut donner lieu à des étoiles. À partir d'une certaine masse, ça va déclencher des réactions de fusion nucléaire, c'est ce qui fabrique les étoiles. Et puis lorsqu'on a des masses moins importantes, ça fabrique des planètes ou d'autres formes d'astéroïdes. Alors ça peut être des planètes telluriques. Tellurique, ça veut dire c'est du costaud qu'on a sous les pieds, c'est la Terre. Il y en a d'autres, il y a Vénus, il y a Mars, il y en a d'autres. Et puis ou des planètes purement de gaz, comme Saturne ou Jupiter. Voilà comment ça se fait. Donc on trouve de l'eau surtout dans ces nuages protoplanétaires, mais aussi dans des étoiles en fin de vie. On a beaucoup entendu parler récemment d'astres qui sont dans la ceinture de Kuiper. Là, on a une sonde qui vient d'arriver dans ces régions-là, les confins du système solaire, et on a trouvé qu'il y avait de la glace présente à ces endroits-là. Bref, on trouve de l'eau un peu partout sur l'univers, mais pour des raisons de température et de pression, vous comprenez que cette eau, elle est rarement, même très rarement, je devrais dire pratiquement jamais, à l'état liquide. Elle est toujours à l'état soit de vapeur et plus souvent de glace. Donc à ce stade, aujourd'hui, le seul endroit où on est certain d'avoir de l'eau liquide, c'est dans le système solaire, et en particulier sur Terre. On pense qu'on a deux planètes, je ne sais pas si vous avez en tête le système solaire, donc il y a le Soleil au milieu, puis il y a tout un chapelet de planètes. On a plus proche du Soleil par rapport à nous, on a Vénus, qui a à peu près la même taille que nous, et puis un peu plus loin que nous, mais beaucoup plus petit, on a Mars. Donc pendant longtemps, on a pensé qu'il y avait des similitudes étonnantes entre Mars, Vénus et la Terre. J'ai entendu récemment une émission où il passait une émission à la radio, il passait le documentaire d'un astronome de l'Observatoire de Paris, qui datait des débuts des années 50. À cette époque-là, ce n'était pas il y a un millier d'années, on pensait encore possible de trouver de la vie sur Vénus, car on savait que l'atmosphère de Vénus était pleine de CO2, mais on sait que le CO2, ça n'empêche pas, bien au contraire, le développement des plantes. Après, sous des formes
développement de vie animale, c'était plus compliqué. Donc dans 1950, on pensait encore qu'il y aurait peut-être de la vie possible sur Vénus. Depuis, vous allez voir, on a un peu déchanté. Et on a un peu déchanté en particulier par ce que explique ce petit graphique. Vous avez en abscisse les températures, donc je vais vous les montrer. Là, on part à moins 100, 0 degré, 100 degrés, 200, 300, 400 degrés. Et dans l'autre dimension, en ordonnée, on a la pression atmosphérique au sol. Donc la Terre, on a une atmosphère au sol et on vit, température moyenne sur Terre, c'est 15 degrés Celsius. Ça vaut ce que ça vaut une moyenne, vous savez très bien qu'il peut faire plus chaud et plus froid. Mais en gros, température 15 degrés Celsius, pression d'une atmosphère, ça veut dire que l'eau a toutes les chances d'être sous forme liquide sur Terre, ce qu'on constate tous les jours, qu'on a de la pluie, on a des ruisseaux, des rivières et des océans. C'est super. Si on regarde Mars et Vénus, c'est un poil plus compliqué. Mars, il fait une température moyenne de moins 60. Donc s'il y avait de l'eau, ce serait de la glace. En pratique, on pense qu'il y a eu beaucoup d'eau sur Mars à une certaine époque, pour des raisons qui ne sont pas forcément claires et que je ne serais pas capable d'expliquer. Elle a disparu en grande majorité. On a récemment entendu parler d'un lac souterrain d'eau saumâtre qui aurait été détecté sur Mars. Les recherches sont en cours. Donc, de l'eau liquide en quantité sur Mars, malheureusement, il n'y en a pas. Mars n'a plus d'atmosphère. Mars n'a pas de magnétosphère. Et ce sont des éléments qui ont permis à l'eau de disparaître. Vénus, c'est encore mieux. Pour le garçon qui, en 1950, pensait qu'il pouvait y avoir de la vie sur Vénus, vous allez vite comprendre que c'est un peu compliqué. Vénus, à peu près la taille de la Terre. Jusque-là, ça va. Température moyenne sur Vénus, plus 460 degrés. Vous comprenez, ça élimine pas mal d'espèces que nous connaissons, nous. Mais pire que ça, son atmosphère est absolument gigantesque. Elle est beaucoup plus épaisse que l'atmosphère terrestre, à peu près 3 fois plus épaisse que l'atmosphère terrestre. Et la pression au sol, là où nous avons 1 bar au sol sur Terre, il y a 90 bars au sol sur Vénus. C'est-à-dire la pression que vous avez sous 900 mètres d'eau. Donc vous rajoutez la température, la pression, et je garde le meilleur pour la fin. Oui, le garçon qui parlait, l'astronome qui parlait en 1950 avait raison, il y a beaucoup de CO2 dans l'atmosphère de Vénus, il y a encore plus d'acide sulfurique. Donc, inhaler de l'acide sulfurique à 460 degrés sous 90 bars de pression, s'il y a une forme de vie, elle doit être assez différente de la nôtre. Donc on passe... J'ai mis aussi une petite photo de comète parce que j'ai parlé de l'accrétion qui a permis de réunir l'eau, mais les comètes ont pu avoir des apports supplémentaires d'eau et d'autres matériaux au fil de l'histoire, car tout ça s'est déroulé sur à peu près 4,5 milliards d'années, donc il s'est passé pas mal de choses. Alors sur Terre, on a 1,4 milliard de kilomètres cubes. Ça vous parle? Alors pour vous aider, je vous dis, ça fait une sphère, une boule, de 710 km de rayon. Bon, c'est beaucoup, c'est peu, c'est difficile à estimer. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que l'essentiel de cette eau, ce sont les océans. Vous voyez que sur le 1,4 milliard, on a 1,35 milliard de kilomètres cubes qui sont les océans. Les océans, c'est donc de l'eau salée. Donc de l'eau qui n'est pas comme ça, propre à la consommation. Donc après, on regarde les eaux continentales. Et les eaux continentales, elles sont essentiellement constituées des glaciers, et en particulier des glaciers de l'Antarctique, parce qu'on a des glaciers sur 5000 mètres de hauteur. Donc c'est des vrais gros glaciers, ce n'est pas les petits glaciers qui nous restent en haut des Alpes. Donc le gros de la masse d'eau douce qui existe sur la Terre, ce sont les glaciers. Manque de bol, c'est pas très pratique d'aller chercher son eau douce dans l'Antarctique, la ramener, même si certains pays y ont pensé, et ce sont des projets qui se feront peut-être un jour, découper un gros iceberg comme un gros glaçon, le traîner et l'amener dans des pays qui sont en manque d'eau. Bon, il y a eu des tentatives, je ne suis pas sûr que ça se développe beaucoup. Donc finalement, quand on raisonne sur les eaux disponibles pour notre usage, on est sur des proportions qui sont sans rapport avec ce 1,4 milliard de kilomètres cubes. On est à 0,6% de l'eau existant sur la planète qui répond aux qualités principales pour nous, c'est d'être, 1, de l'eau douce, et 2, d'être à peu près disponible, c'est-à-dire pas trop loin, donc plutôt les lacs, les rivières et les eaux souterraines, plutôt que d'aller jusque dans l'Antarctique la chercher. Donc, on a une grande quantité d'eau dans l'absolu, mais l'eau disponible pour nos usages est finalement beaucoup plus restreinte. Et c'est ce qui illustre les deux petits diagrammes en camembert. Le premier, le plus haut, la partie qui est bleue,
c'est les eaux salées, et le petit pinceau qui sort, la petite part de camembert qui sort, ce sont les eaux douces. Si on prend ce seul petit morceau de camembert et on en fait un camembert entier, c'est le deuxième petit camembert que vous avez en dessous, vous avez le plus gros paquet qui fait à peu près les 3/4, ce sont les glaces polaires. Le deuxième plus gros paquet, ce sont les eaux souterraines. Ça veut dire que si on veut de l'eau douce disponible, il faut aller chercher dans le sol. Et les eaux douces superficielles, donc celles qui sont facilement accessibles, les rivières et les lacs, c'est le tout petit pinceau. Donc il faut voir que c'est un petit pinceau qui, l'ensemble de ces camemberts-là, ne fait que donner en développé le petit morceau, la petite tranche de tarte qui était au-dessus. Donc c'est un tout petit morceau. Ça fait 0,6%. Une autre façon de l'illustrer, c'est ça. Bon, la terre. Alors je suis désolé pour les couleurs, encore une fois, c'est vraiment pas tout à fait ce que je voulais. Mais la grosse goutte, on a pris la terre, on a pris toute l'eau sur terre, de surface et souterraine, les glaces, vous voyez, il n'y a plus de glace autour. On a tout concentré en une seule goutte, et cette goutte, c'est celle dont je vous parlais. Elle fait 710 km de rayon. D'accord? La deuxième goutte que vous voyez juste à côté, c'est l'ensemble des eaux douces, donc y compris les glaces polaires. Et je ne sais pas si vous arrivez à voir la toute petite troisième goutte qui est en dessous de la grosse, de la moyenne, pardon. Ah, oui, il faut regarder bien. Je vais essayer de vous la montrer. Non, on la voit. Elle est, la grosse est là, la moyenne est là, et la toute petite, elle est là. Elle est à peu près à la place d'Atlanta. Eh bien, ça, c'est l'eau douce disponible. Donc, pour ceux qui douteraient que l'eau est quelque chose de relativement précieux, qu'il ne faut pas traiter n'importe comment, voilà les ordres de grandeur. Alors, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que je vous ai présenté tout ça comme étant des stocks. Et en fait, ce n'est pas vrai. Grâce au cycle de l'eau, cette quantité d'eau-là, la toute petite gouttelette, ce n'est pas un stock qui, une fois épuisé, disparaîtrait et nous laisserait dans la misère, mais c'est une quantité d'eau qui va connaître ce cycle de l'eau et qui va se renouveler. La bonne nouvelle en particulier, c'est quelles que soient les horreurs qu'on inflige à l'eau, il arrive un moment où il y a l'évaporation, et l'évaporation a cette vertu merveilleuse, c'est qu'elle nettoie l'eau. Ce qui s'évapore va être en général relativement de l'eau pure. Puis les précipitations. Alors évidemment, si l'atmosphère est polluée, si les sols sont pollués, si les rivières sont polluées, tout devient compliqué. Mais nous avons bien un phénomène de flux qui fait que la toute petite micro-gouttelette, on a ce cycle qui se perpétue et qui fait qu'on a finalement beaucoup plus d'eau disponible que se laisserait penser le stock que je vous ai dévoilé. On pense souvent à la partie aérienne du cycle de l'eau parce que c'est ce qui est le plus visible. On est des animaux de surface, on vit peu sous terre. Donc on voit bien l'évaporation, même si ce n'est pas très visuel, on voit les manifestations quand sont les nuages, et on voit les précipitations, on voit les rivières, on voit les fleuves, on voit les lacs et les mers. On a tendance à oublier ce qui se passe en dessous, puisqu'il y a la moitié du cycle qui se passe sous nos pieds. D'où l'importance de se préoccuper de ne pas trop polluer ces sources. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 80% de l'eau que nous utilisons au sens large, je ne dis pas l'eau potable que nous buvons, mais l'eau que nous utilisons aussi bien pour l'agriculture, pour l'industrie que pour nos usages domestiques, 80% de cette eau, elle vient des eaux de surface, donc des rivières et des lacs. Pourquoi? Parce que c'est plus facile d'aller la récupérer dans ces endroits-là. Mais 60 et quelques pourcents de l'eau que nous utilisons pour nos besoins personnels, pour la cuisine, pour notre nourriture, c'est de l'eau potable. Et de l'eau potable, dans l'immense majorité des cas, donc 60 et quelques pourcents des cas, on va la chercher dans les eaux souterraines. Parce que les eaux souterraines sont en général moins polluées, beaucoup plus propres que les eaux de surface qui ont subi toute nos turpitudes. Je vous en dirai deux mots tout à l'heure. C'est vrai en particulier dans les communes de taille petite ou moyenne. Les très grandes métropoles ont en général les moyens techniques pour récupérer les eaux de surface et les traiter. Donc c'est un petit peu différent. Dans les très grandes métropoles, on a les moyens d'aller traiter de l'eau. Mais c'est quand même beaucoup plus simple d'aller puiser dans les nappes souterraines de l'eau qui est saine, qui n'est pas polluée, pratiquement pas, et juste ça se faire quelques contrôles sanitaires. C'est beaucoup plus simple que de prendre des eaux de surface qui sont forcément beaucoup plus contaminées. Alors, il faut aussi avoir une idée du temps de renouvellement de ces réservoirs. Les océans se renouvellent tous les 2500 ans. Ça veut dire que chaque molécule d'eau de l'océan, en moyenne, tous les 2500 ans, participera à ce cycle. Donc, s'évaporera, connaîtra une précipitation, puis recommencera son cycle dans les rivières pour revenir dans la mer et les océans. 2500 ans. C'est-à-dire
Les océans, c'est immense, mais vous voyez que les échelles sont quand même des échelles d'ordre plutôt géologique. Ça ne se passe pas sur la vie d'une échelle humaine. Les eaux continentales, alors les glaciers, ça varie entre 1600 et 9700 ans. Ben oui, il faut le temps que les glaciers ne fondent pas beaucoup en général, sauf en ce moment, depuis quelques dizaines d'années. Mais si vous imaginez des glaciers dans l'Antarctique, il faut le temps que le glacier avance, arrive jusqu'au bord de l'Atlantique, puis se fracture face à un iceberg qui va se disperser dans l'océan et qui, à ce moment-là, a une chance de pouvoir s'évaporer et rentrer dans le cycle de l'eau. Donc c'est forcément des choses relativement longues. Pour les rivières, la moyenne est à 16 jours. Les lacs d'eau douce, ça varie entre 1 et 17 ans. Ce qui est important, c'est que si ces durées de résidence sont variables, il faut comprendre que ce sont des durées qui sont toujours extrêmement longues. Je prends l'exemple des nappes souterraines, d'une nappe souterraine qui est sous la ville de Paris et qui sert à alimenter Paris. Elle a un cycle de renouvellement de 30 000 ans. Et cette nappe, elle continue jusque vers la Manche. Et lorsqu'elle arrive sous la région du Havre, c'est une nappe un peu différente, qui n'a pas tout à fait les mêmes caractéristiques, et son rythme de renouvellement est de 100 000 ans. Donc vous comprenez bien que si, par catastrophe, une catastrophe nucléaire, une catastrophe chimique, une catastrophe de ce que vous voulez, on contamine une nappe comme celle-là, on en a pour 100 000 ans avant de pouvoir à nouveau puiser dans un truc à peu près propre. Donc vous comprenez que nos amis allemands qui regardent Fessenheim, la centrale qui est la plus proche de chez eux, avec un regard un peu inquiet parce que c'est une vieille centrale, donc on a beau lui coller des rustines, la surveiller, elle est au-dessus d'une nappe phréatique qui est une des plus importantes d'Europe, qui est utilisée aussi bien en France qu'en Allemagne. Si il y avait le genre d'accident qu'il y a eu, par exemple, au Japon, à Fukushima, que le corium fond, traverse le sol et va se mettre dans les nappes souterraines, ben, il va falloir trouver le moyen d'alimenter toute une partie de la population française et allemande en se privant de cette nappe, ce qui sera forcément un peu compliqué. Voilà. Donc, c'est les ordres de grandeur qui me paraissent importants, et surtout cette partie du cycle de l'eau qui est souterrain, qu'on n'a pas forcément en tête lorsqu'on réfléchit à tout ça. Alors là, j'ai un petit moment de bravoure à vous proposer. Ça rappellera pour ceux qui ont fait un petit peu de physique ou de chimie quand ils étaient petits garçons ou petites filles. Pour les autres, ne vous inquiétez pas, c'est sans douleur. Mais c'est important pour ce que je vais vous raconter derrière. Donc ça c'est ce qu'on appelle la table périodique des éléments d'un certain Mendeleïev. Il a fait ça. Mendeleïev. Oui, j'ai un doute subitement. Et ça a dû être fait aux environs milieu du 19e par ce monsieur-là. Et en fait, c'est un classement très logique de tous les atomes qui existent sur Terre. Alors depuis, ça a été complété. Dans ce tableau-là, il est très riche parce qu'il y a même des éléments artificiels qui n'existaient pas à l'état naturel, qui ont été rajoutés, peu importe. L'organisation de ce tableau est vachement simple. Vous savez qu'un atome, c'est composé d'un noyau et d'électrons qui tournent autour. Le noyau, pas compliqué, il est constitué de protons et de neutrons. On oublie les neutrons pour aujourd'hui, c'est pas important. Il y a autant de protons qu'il y a d'électrons qui tournent autour parce que les atomes dont on va parler, ils sont électroniquement stables et équilibrés. Donc après, c'est simple. Je prends le premier de la liste, en haut à gauche, un seul proton au centre, pour le noyau, et un électron qui tourne autour. Ça s'appelle l'hydrogène. C'est l'élément le plus présent depuis l'origine dans l'univers. Assez utile pour faire de l'eau. Je prends en haut à droite l'hélium. 2 protons, 2 électrons. Et une fois que j'ai fait ça, la première couche, elle est saturée. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. La première couche d'électrons ne peut contenir que 2 électrons. Donc quand on a 2 électrons, il faut mettre des électrons sur une couche supérieure. Et la couche supérieure, elle peut en avoir jusqu'à 8. Donc on va avoir un certain nombre d'éléments qui s'appellent le lithium, le beryllium, le bore, le carbone. Je lis la deuxième ligne, l'azote, l'oxygène, le fluor, et on termine avec le néon. Tout ça, ce sont des atomes qui à chaque fois ont un proton de plus. J'oublie les neutrons, je vous l'ai déjà dit. Et à chaque fois, on rajoute un électron. Et quand j'arrive au bout de la ligne, la couche d'électrons extérieurs est pleine. Et même chose comme ça à chaque fois. Ce qui fait que quand je prends la ligne de droite, hélium, néon, argon, krypton, etc., j'ai ce qu'on appelle des gaz rares qui ont une grande stabilité. Pourquoi? Parce que la couche extérieure de l'électron, elle est pleine. Donc il n'y a pas d'affinité particulière à se marier avec d'autres atomes. Il est très content comme ça tout seul. Il a sa couche d'électrons qui est saturée. Il ne cherche pas à se marier. Par contre, si je prends la colonne d'avant, comme par exemple le fluor, le F que vous voyez là-haut,
il lui manque un électron. Donc il aura envie de se marier avec un autre atome qui aurait un électron tout seul, isolé. Par exemple, un atome d'hydrogène. Et si je remonte encore une colonne en arrière, j'arrive sur le O c'est l'oxygène. L'oxygène, il lui reste 2 places libres. Donc il est très envie de se marier avec 2 atomes qui auraient chacun un électron à partager. Eh bien, ça tombe bien, l'hydrogène le fait. Et quand on a 2 atomes d'hydrogène et l'atome d'oxygène, ben, ça fait de l'eau. C'est le truc qui nous intéresse aujourd'hui. Et ainsi de suite. Si je vais au carbone, il me manque 4 places, donc il va avoir tendance à se marier avec 4 atomes d'hydrogène. Et là, un carbone avec 4 atomes d'hydrogène, ça fait du CH4, c'est du méthane. Le P des vaches ou le gaz naturel, à votre choix. La différence, c'est que le P des vaches a quelques éléments aromatiques en plus du gaz. Parce que le gaz est inodore, d'ailleurs le gaz de ville, on ajoute des parfums et des éléments aromatiques pour qu'on puisse sentir s'il y a une fuite. Donc voilà, expliquer aux vaches qu'elles peuvent se passer des aspects aromatiques. Donc si je vous ai montré tout ça, c'est simplement parce que, c'est une longue histoire pour arriver uniquement à ça, lorsque on se positionne dans une colonne, parce qu'il y a le même nombre d'électrons qui manquent sur la dernière couche, ça va donner des similitudes dans les comportements physico-chimiques des éléments. Et c'est tout ce que je vous avais besoin d'en retenir. D'accord? Alors maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Pourquoi je vous ai expliqué tout ça? Vous savez de façon intuitive que plus un élément ou une molécule est lourde, plus son point de fusion, c'est-à-dire le point où elle va passer de l'état liquide à l'état gazeux, va être élevé. Vous comprenez spontanément que l'eau, vous savez que ça bout à 100 degrés, ça on le sait tous. Si vous prenez un morceau de fer, vous essayez de le chauffer avec un briquet ou avec un bout de butane, vous allez comprendre que ça va être un peu plus long à chauffer et que le point d'ébullition est pour long bien plus élevé. Donc on va regarder d'une part dans la colonne du carbone les composés avec de l'hydrogène, donc on a le CH4, le SiH4, je vous épargne les noms, le germanium avec les 4 autres, etc. Et on voit que plus on descend dans le tableau de Mendeleïev, plus les atomes sont lourds, ou les molécules sont lourdes, et plus le point de fusion est élevé. On commence avec le CH4, le méthane dont je vous ai parlé, son point de fusion est en dessous de moins 150 degrés. Effectivement, en température ambiante, le méthane, vous ouvrez un robinet de gaz, c'est évident qu'il est à l'état gazeux. Pour l'avoir à l'état liquide, il faudrait descendre en dessous de 150 degrés. Et au fur et à mesure où on descend dans la colonne, après le carbone, le silicium, le germanium, etc., on voit que la température d'ébullition augmente. On fait la même chose dans la colonne de l'oxygène. On devrait, logiquement, vous voyez que cette courbe se comporte un petit peu de la même façon, et que normalement, l'eau, H2O, devrait avoir une température d'ébullition qui, sur le graphique, devrait plutôt se situer aux environs de moins 100 degrés. Cette courbe, elle devrait faire à peu près avoir cette forme-là. Eh bien, il se trouve que non. Alors, ne me demandez pas pourquoi. Mais cette particularité est quand même bien pratique, parce que sur une planète où les conditions générales, c'est une atmosphère et une température qui varie, disons, entre moins je ne sais pas combien et plus 50 degrés, mais dont la température moyenne était de 15 degrés, à cause de cette particularité-là, elle va être surtout à l'état liquide. Et le fait qu'elle soit surtout à l'état liquide, c'est fondamental dans le développement du vivant. Parce que lorsque un produit est solide, les molécules ou les atomes ne bougent pas entre eux. Donc la possibilité de rencontrer d'autres atomes et molécules pour faire des réactions chimiques qui, de proche en proche, au cours des 4,5 milliards d'années depuis la création de la Terre et du système solaire, ont pu donner l'opportunité de développer d'abord des acides aminés, puis le vivant sous différentes formes, cette possibilité, elle est pratiquement nulle si l'eau avait été gelée à l'état de glace. A l'inverse, si l'eau avait été exclusivement à l'état gazeux, alors on a la mobilité des atomes et des molécules. Mais le problème, c'est qu'ils sont extrêmement dispersés. Donc on a la mobilité, mais la probabilité de rencontre est faible. Donc finalement, le seul état qui permet tout ce brassage d'éléments qui petit à petit a donné naissance à toute la chaîne du vivant depuis ces 4,5 milliards d'années, il n'y a que l'eau qui le permet à l'état liquide. Et sans cela, on n'aurait probablement pas eu de développement de la vie sur Terre. Mais ce n'est pas tout. Alors vous avez compris que tous les éléments connaissent les 3 états, liquide, solide et gazeux. Dans le cas de l'eau, liquide c'est l'eau, gazeux c'est la vapeur d'eau et solide c'est la glace.
Chose extrêmement rare, parmi tous les éléments qu'on connaît, l'eau, à l'état solide, donc la glace, a une densité moindre que l'eau liquide. Vous avez tous vu les glaçons flotter dans vos verres. Il n'y a pas beaucoup d'éléments, vous pouvez essayer, il n'y a pas beaucoup d'éléments qui ont cette propriété. Ben, ça tombe plutôt bien, parce que l'hiver, en ce moment, quand les lacs et les rivières gèlent, si comme ça devrait être logique, la glace était plus dense que l'eau, elle gèle en surface, contact avec l'air froid, se précipite au fond du lac ou de la rivière, la surface ainsi libérée va à nouveau geler, se précipiter au fond, et au bout d'un certain temps, on aurait les lacs et les rivières gelés du sol au plafond. Comment on ferait pour vivre toute la faune, toutes les petites bébêtes qu'on a dans les rivières et les lacs? Ce serait la quasi-garantie que tout mourrait tous les hivers. Ça semble complètement trivial, mais aujourd'hui, la réalité que nous avons et que nous observons, c'est tout le contraire. C'est-à-dire qu'il se forme une pellicule de glace qui peut être très épaisse et faire même 50, 60 cm d'épaisseur dans les régions les plus froides. On a tous vu ces images d'avions qui décollent, de voitures qui circulent sur les lacs gelés dans le Grand Nord. Aucun problème, mais il n'empêche que si vous voulez pêcher, vous faites un trou avec une grosse vrille et vous arrivez à pêcher au trou, et vous voyez bien, vous avez bien la preuve que les poissons sont encore vivants en dessous. Et c'est pas tout, l'eau a encore des grandes surprises. D'abord, c'est un puissant gaz à effet de serre. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup, à cause du réchauffement climatique, des gaz à effet de serre qui sont liés à l'activité humaine. Le CO2, le méthane, etc. Mais l'eau, sans la vapeur d'eau dans l'atmosphère, jamais on n'aurait eu un climat qui se serait stabilisé comme aujourd'hui, autour de 15 degrés, même s'il a connu des variations. Donc ce gaz à effet de serre que représente la vapeur d'eau diluée dans l'atmosphère est absolument déterminant là aussi pour stabiliser les températures. D'ailleurs, on se rend bien compte. Quand le soir, on voit le coucher de soleil, un ciel grain bien clair, en général, il fait plus froid la nuit. Si vous avez un ciel couvert, en général, il fait plus doux. Donc c'est exactement ce phénomène-là que fait l'eau. Le problème, c'est que l'eau le fait très bien depuis quelques milliards d'années, et qu'on a rajouté plein de choses qui maintenant le font un peu trop. Bon, je ne vais pas vous faire un couplet sur le réchauffement climatique, mais vous comprenez bien que c'était quelque chose d'extrêmement précieux. Aujourd'hui, comme on a rajouté d'autres gaz à effet de serre, ben, ça nous pose quelques menus problèmes. Et puis les océans. Les océans sont notre principal puits de carbone. Chaque année, l'activité humaine disperse dans l'atmosphère, si mes souvenirs sont bons, de l'ordre de 10 milliards de tonnes de CO2. Ça ne pose pas beaucoup, mais sachez que peu importe le chiffre, la moitié de ça va rester dans l'atmosphère et va produire l'accélération du réchauffement climatique tel qu'on le connaît, et que l'autre moitié va être absorbée à part égale par les océans, d'une part, et par toute la végétation, les forêts en particulier, le sol. Voilà. Donc on a quand même la moitié de nos émissions coupables, dont on est pardonné quelque part par le travail que font les océans et les forêts. Bon, maintenant ça pose quand même des problèmes, c'est que l'augmentation de CO2 dans les océans amène ce phénomène d'acidification dont vous avez forcément entendu parler, dont on a beaucoup parlé au début sur les problèmes que ça posait sur les barrières de corail, mais ça a des problèmes plus graves, c'est qu'une grosse partie du phytoplancton a des squelettes en calcium et qui risquent d'avoir du mal de se développer. Or, c'est le début de toute la chaîne alimentaire qui fait tous les petits et les gros poissons. Voilà. Donc, en attendant, l'océan a permis, par l'effet de serre, de stabiliser le climat et par le puits de carbone qu'il représente, d'absorber une bonne partie de nos bêtises. Alors maintenant, l'eau, qui en a, qui n'en a pas. Alors ça, c'est génial parce que la projection donne exactement le contraire de l'image que j'ai. Donc, imaginez-vous, là, il va falloir que vous fassiez un effort pour interpréter. Tout ce qui est dans des tons de ocre et de rouge devrait être bleu. Et tout ce qui est bleu devrait être rouge. Bon, alors je vais vous donner quand même quelques commentaires, mais je suis désolé pour la qualité de l'image. Donc, on a essayé de calculer par pays. Alors, par pays, c'est un agrégat qui n'est pas forcément significatif. Je prends l'exemple des États-Unis, on sait tous que les États-Unis ils souffrent terriblement de sécheresse dans certaines régions et qu'ils sont inondés dans d'autres. Donc la valeur moyenne qu'on donne aux États-Unis, qui ici, d'après mon code couleur, les mettrait dans la zone entre 2500 et 5000 mètres cubes par an et par habitant,
qui est une zone de confort, hein, qui est une zone relativement confortable, ne reflète pas du tout la difficulté de certaines régions. Mais bon, voilà, c'est un agrégat qui est fait par pays, ça vaut ce que ça vaut. Donc, sur ce schéma, ce qui est important déjà de comprendre, c'est que en dessous de 2500 mètres cubes par an et par habitant, c'est pas l'eau que consomme chacun pour ses besoins domestiques, c'est une statistique de totalité de l'eau disponible divisée par le nombre d'habitants, sachant que ce sera utilisé aussi bien pour l'agriculture, pour l'industrie, pour les besoins des particuliers. Donc, au-dessus de 2500 mètres cubes par an et par habitant, ça va à peu près bien. Quand on descend en dessous, entre 1700 et 2500, on considère qu'on est en situation de vulnérabilité, je pense que c'est suffisamment explicite. Entre 1000 et 1700, on est en situation de stress, et en dessous de 1000, on est en état de pénurie. Ça reste un peu abstrait, mais sachez que des pays comme l'Égypte ou la Libye sont à moins de 500. Sachez qu'Israël, dont je vous dirai deux mots, est à 260. Sachez que la Jordanie est à 160. On n'est plus dans des coquetteries entre est-ce que je suis dans la vulnérabilité ou dans le stress. Là, on est dans la pénurie dure, la vraie pénurie. Donc, c'est intéressant de voir comment on peut essayer de s'adapter. Alors, je ne sais pas si les couleurs vont être meilleures cette fois-ci. Oui, bah c'est un peu le même effet que le précédent. Donc, dans les années 50, en gros, tout allait à peu près bien, sauf dans une région qui ne vous surprend pas, je pense, qui est la région du Maghreb, jusqu'à Libye, Égypte et Soudan. Donc, en dehors de ces quelques pays, ça allait à peu près bien partout. En 1995, les pays qui n'allaient pas très bien, ceux que je viens de citer, sont passés d'une situation de stress hydrique ou de vulnérabilité à un état de pénurie. Donc, leur situation s'est sensiblement dégradée. Et un certain nombre de pays sont venus les rejoindre dans la situation où ils étaient en 1950. Et là, vous voyez toute la courbe de l'Afrique, toute la partie Moyen-Orient, l'Inde, une bonne partie de la Chine et de l'Asie centrale. Ça, c'était en 1995, donc je ne suis pas dans des prévisions. Dans les prévisions, 2025, mais reconnaissez que ce n'est pas très loin, les sources de ce truc-là étant l'UNESCO, je suppose que c'est à peu près fiable, on voit que tout ce qui avait basculé, là dans la couleur que vous voyez qui est bleu clair, tous ces pays qui étaient apparus dans des zones de stress hydrique ou de vulnérabilité, ou quasiment tous, sont tombés dans des états de pénurie, y compris des pays massivement peuplés comme l'Inde, et ce qu'on voit apparaître, c'est des pays dont on ne pensait pas a priori qu'ils pourraient être en risque, qui apparaissent dans les zones de stress hydrique et de vulnérabilité, et là je parle de l'Europe. Je parle de l'Europe. Parce qu'en vérité, on n'est pas si loin au-dessus de ce seuil de 2500. En France, on est à 2800 mètres cubes d'eau par an et par habitant. Donc on est au-dessus, mais avec pas une marge considérable. Donc, vous allez voir quelques chiffres sur la planète. La pénurie d'eau touche 4 personnes sur 10 sur la planète. 4 personnes sur 10 pour qui avoir de l'eau est un problème. Donc c'est la priorité du jour. On commence par aller chercher l'eau. Parce que sans eau, on ne va pas faire grand-chose d'autre. Donc on commence sa journée en allant chercher de l'eau. 80% des eaux usées ne sont ni traitées ni réutilisées et sont rebalancées dans le système, dans l'écosystème en l'état. Ne nous moquons pas. Bien sûr, c'est le cas de beaucoup de pays en voie de développement, mais des grandes villes françaises étaient dans cette situation-là il n'y a encore pas si longtemps, et je suis pas certain que tout soit irréprochable. Je n'ai plus la date exacte, mais j'ai entendu récemment que Marseille a cessé de renvoyer des eaux usées non traitées depuis moins d'une quinzaine d'années. Toulon, je ne sais pas comment c'est fait, mais je peux vous dire toutes les villes du littoral varois qui passent dans un rapport de 1 à 10, quand c'est pas de 1 à 20 ou de 1 à 30, la population entre la population pérenne à l'année et la population estivale, je ne crois pas une seule seconde qu'on ait les infrastructures pour traiter les eaux usées pour les personnes qui viennent pendant 2 mois l'été. Donc, ça fait la Méditerranée ce qu'elle est, c'est-à-dire une des mers les plus polluées de la Méditerranée. Voilà, une poubelle. Merci. 340 000 enfants de moins de 5 ans meurent chaque année de maladies diarrhéiques. Ça, c'est des trucs qu'on ne connaît plus en France. Enfin, quasiment. On peut avoir une petite gastro, mais on ne meurt plus beaucoup de la gastro en France. Voilà, 340 000 enfants de moins de 5 ans. 2 milliards, un peu plus de 2 milliards de personnes n'ont pas accès à une eau potable gérée de manière sûre. Ça veut dire qu'elle est potable? Peut-être. Et puis le jour où elle n'est pas potable, on ne prévient pas parce qu'on ne sait pas. Donc vous découvrirez, on pourrait l'avoir consommé, les effets que ça induit chez vous. Et 4,5 milliards de personnes manquent de services d'assainissement gérés de manière sûre, donc là aussi,
Bon, c'est en rapport avec les 80% d'eau usée. Donc ça c'est un peu la situation générale. Alors, pourquoi on en est là? Parce qu'en fait, la gestion de l'eau, elle dépend essentiellement de trois facteurs. La démographie, la consommation et la pollution. Bon, la démographie, c'est logique. Plus vous avez de monde, plus vous avez besoin d'alimenter les gens, et donc plus il va falloir se répartir une manne qui est, par définition, qui est en quantité finie. La consommation, c'est sûr qu'entre le mode de consommation de l'Éthiopien, de l'Éthiopienne, qui, première chose qu'elle va faire le matin en se levant, c'est aller chercher de l'eau à quelques kilomètres dans une cruche qu'elle va devoir porter, je vais vous dire que celle-là, elle va être économe sur l'usage de l'eau. Et le modèle, je dirais, nord-américain, mais le nôtre qui est à peine meilleur, où on ouvre les robinets, on les oublie, et de toute façon, elles tiennent que pour. Donc, la démographie est une facteur, mais la consommation en est un aussi. Et puis la pollution, encore une fois, plus on pollue, plus on aura des stratégies différentes et qui seront coûteuses en temps, en énergie et en argent pour arriver à rendre l'eau potable. Je vous ai expliqué la plupart des petits villages, et c'est le cas ici, notre eau elle vient d'eau de surface, de sources, de rivières. Et donc ce sont des eaux qui sont faiblement polluées et on arrive à les traiter à minimum pour qu'elles soient, d'ailleurs on se rend bien compte quand on est dans la région ici, l'eau est bonne sur un plan gustatif, on n'a pas été obligé de la saturer d'eau de javel et d'autres produits pour la rendre à peu près potable. Mais quand on va dans des villes plus importantes, soit ils vont puiser dans des nappes souterraines, auquel cas ils peuvent avoir de l'eau de qualité donc on ne les abîme pas, soit ils sont condamnés à prendre de l'eau de surface et là ils sont obligés de les traiter beaucoup. Et c'est là qu'on se rend compte dans certaines régions, moi je peux vous dire que sur le Courbemer, je vais souvent, il y a des endroits où l'eau est absolument imbuvable. L'eau est absolument imbuvable. Sur un plan gustatif, sur un plan sanitaire, elle est très bien, je pense. Voilà. Donc après, la consommation, il faut se rendre compte que 70% de la consommation, c'est lié à l'agriculture. 22% à l'industrie et 8% particulier. Alors vous pouvez m'objecter que l'agriculture ne fonctionne pas en circuit fermé, elle ne produit que pour les particuliers, et l'industrie aussi. C'est vrai. Mais c'est aussi par nos comportements que nous pouvons induire des effets. Je vous montrerai un petit proverbe, mais il faut 16 mètres cubes d'eau, je dis bien 16 mètres cubes, 16 000 litres d'eau pour produire 1 kg de viande de bœuf. Vous verrez les chiffres, si vous mangez du porc, du poulet, ou si vous mangez du soja, ce n'est pas tout à fait les mêmes chiffres. Donc notre mode de consommation en tant que particulier a un impact direct, bien entendu, sur l'industrie, sur l'agriculture, etc. Le textile est un énorme consommateur d'eau. Donc dans l'industrie aussi, c'est cette mode d'avoir des fringues qui se renouvellent, qui ne durent pas longtemps, ça a une pression. Donc en tant que consommateur, on a un effet direct sur ce que vont faire l'agriculture et l'industrie. La pollution, 50% l'agriculture, 40% l'industrie, 10% les particuliers. Et c'est aussi un facteur important, puisque plus c'est pollué, plus on va avoir du travail, ça va prendre du temps, ça va coûter de l'argent, ça va bouffer d'énergie, pour arriver à transformer une eau qui n'est pas propre à la consommation en eau propre à la consommation. Et puis après la consommation, il y a des grosses disparités. Vous imaginez bien que les pays d'Amérique du Nord en particulier, ou l'Australie, se comportent d'une façon qui est de la pure gabegie. En France, c'est un petit peu mieux, mais il n'y a pas de quoi être spécialement fier. Donc on est à 150 litres d'eau par personne et par jour. Évidemment, en Asie, en Amérique du Sud, il y en a moins. Et puis surtout, il y a une gabegie absolument terrible, parce que tous les pays qui ont ces systèmes d'adduction d'eau, on perd de l'ordre de 30 à 40% par les fuites. Et ça, c'est vrai partout sur la planète. Voilà, donc tout ça pour dire que l'eau qui est en apparence abondante, elle n'est pas si abondante que ça. Alors les images que je vous ai mises en dessous, on dirait des images un peu post-nucléaires. Je vais vous montrer l'original. C'est tout bleu. Hein. J'ai voulu vous montrer le genre d'horreur et l'absurdité qu'on est capable de faire. Ce sont deux casinos parmi les plus beaux de Las Vegas. C'est le César Palace et le Venise. Et ils n'ont rien trouvé mieux que de faire dans un désert où il fait 50 degrés à l'ombre, mais il n'y a pas d'ombre, des trucs comme ça, avec des plans d'eau fabuleux. Je ne vous parle pas de l'énergie que ça consomme pour réfrigérer les casinos, parce qu'une fois que vous êtes en train de jouer sur une machine à souffle, il ne faut surtout pas avoir trop chaud, sinon vous pourriez partir faire autre chose. Voilà. Ce que je vous disais sur les ordres de grandeur, 16 mètres cubes d'eau pour produire 1 kg de bœuf. Je ne vous dis pas d'arrêter le bœuf, mais pensez-y, peut-être qu'il faut faire des petites tranches. Et le fromage, 5000 litres
Ça, c'est votre... La viande de porc 4008, etc., etc. Et évidemment, si vous ne mangez que des pommes, comme disait un ancien président, je mange des pommes, c'est que 700 litres. Mais il faut quand même 700 litres d'eau pour produire 1 kilo de... J'ai vu les chiffres sur les cultures maraîchères, mais c'est aussi impressionnant. Voilà, donc simplement pour dire que on peut m'objecter que l'agriculture ne travaille pas de façon déconnectée avec les comportements des usagers, et donc notre comportement peut avoir des effets. Alors après, je me suis intéressé à... Alors il y a plusieurs classements sur les villes qui sont les plus exposées au manque d'eau. Il y a plusieurs classements, mais on tombe toujours à peu près sur les mêmes. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a des villes, intuitivement, on n'est pas surpris, quoi. La ville du Cap, en Afrique du Sud, on sait que ça fait plusieurs années qu'ils ont des sécheresses, c'est récurrent. Bon. La ville de Sao Paulo, on n'est pas trop surpris aussi. Encore que le Brésil, c'est très inondé, donc ça pourrait pas être logique. Alors, je vais reprendre quand même mes antisèches pour pas... J'ai un petit mot à vous dire sur chacun, mais je ne voudrais pas raconter trop de bêtises. Bangalore. Alors Bangalore, ça je connais l'histoire. Bangalore, vous le savez peut-être, ou peut-être pas, c'est devenu un peu la Silicon... C'est une ville en Inde, dans le sud de l'Inde. C'est devenu un peu la Silicon Valley de l'Inde. Parce que l'Inde a eu la bonne idée de former plein d'ingénieurs à une époque, qu'ils étaient payés pas cher, et que toutes les sociétés, toutes les GAFA, toutes les grandes sociétés d'électronique, d'informatique sont allées implanter des centres de recherche, de développement, des centres de support téléphonique à Bangalore, parce qu'ils avaient de la main-d'œuvre qui était compétente et pas chère, qui parlait anglais, ce qui est une langue qui est pas mal usitée sur la planète, donc ça avait tous les avantages. Alors Bangalore, c'était une petite ville moyenne avant. Elle avait, comme toutes les villes d'Inde, plus ou moins soumises à des régimes de mousson, elle avait plusieurs lacs tout autour qui servaient de réservoir pendant la période de sécheresse, et finalement tout ça tournait à peu près bien. Sauf qu'à partir du moment où on a fait la Silicon Valley, on a fait venir plein de gens qui étaient plutôt sur des modes de vie consommation haute, par rapport aux paysans moyens de Bangalore. Ils sont arrivés en masse. Évidemment, quand on a ce genre de phénomène, il y a bien sûr toutes les populations un peu plus pauvres des environs qui vont venir vers la ville pour essayer de trouver du travail. Donc un afflux considérable de population, des changements dans les conditions de consommation qui font qu'il y a des prélèvements beaucoup plus importants. Évidemment, vous avez deviné qu'on n'a pas mis en place des systèmes de retraitement des eaux usées, et donc finalement, Bangalore est en train de devenir un cloaque. Un cloaque, la conséquence, après le cloaque, c'est qu'on n'a plus d'eau disponible pour alimenter les populations. Alors, quelques autres exemples qui sont intéressants. Donc, São Paulo, il y a eu en 2015 des crises telles que c'est les polices qui devaient accompagner les convois, ils amenaient des containers de flotte dans certains quartiers de la ville, ils devaient être escortés par la police. Quand on en arrive à protéger l'eau avec la police, c'est que ça commence à sortir le roussi, sans jeu de mots. Bon, Pékin, c'est intéressant. D'une manière générale, sur la Chine, c'est 20% de la population mondiale, mais 7% des réserves d'eau. Pour ceux qui se demandent si la Chine lâchera un jour le Tibet, vous avez la réponse dans ces chiffres-là. La Chine ne lâchera jamais le Tibet, quelles que soient les raisons politiques, économiques, tout ce que vous voulez. C'est un réservoir d'eau majeur, ce sont des ressources hydroélectriques majeures, et la Chine en a cruellement besoin. Voilà, donc le problème du Tibet est réglé. Le Caire, il fait chaud, mais le Caire, la principale source, c'est le Nil. Le problème, c'est que le Nil est de plus en plus pollué par l'agriculture qui se fait au bord du Nil. Puis vous savez que l'Égypte, 90% de la population est sur le bord du Nil. Donc vous imaginez là aussi que la plupart des déchets domestiques se retrouvent dans le Nil, et donc ça devient un peu compliqué. Jakarta, voilà aussi un pays où il pleut. Mais quand je dis qu'il pleut à Jakarta, la pluviométrie à Jakarta est deux ou trois fois ce qu'on a en France. Alors qu'est-ce qui se passe à Jakarta? Jakarta, il y a eu un développement incontrôlé de forage de puits pour récupérer de l'eau. Évidemment, il y avait un peu de tension, donc les gens creusent des puits. Bon, très bien. Il y a eu une construction gigantesque. Jakarta, c'est la photo qui est là. Donc c'est une ville hyper moderne, ça peut ressembler à des villes comme Shanghai, des choses comme ça. Donc c'est hyper construit, très dense, beaucoup d'immeubles de grande hauteur, les puits et l'élèvement des puits importants qui ont été creusés, l'élévation au niveau de la mer. Quand vous conjuguez tout ça, eh bien, vous avez les nappes phréatiques qui sont contaminées par le sel. Et quand les nappes phréatiques commencent à avoir de l'eau saumâtre au lieu de l'eau douce, c'est le début de la cata. Ça veut dire que pour la consommation humaine, c'est pas terrible, pour l'agriculture, c'est la cata.
Le Bangladesh est un superbe exemple. On voit des zones qui doivent régulièrement être abandonnées au Bangladesh dans le delta, parce que à partir du moment où les pluies donnent de l'eau saumâtre, les populations sont condamnées à s'en aller. Moscou, c'est surtout des résidus de la pollution de l'époque soviétique, où il n'y avait pas trop de préoccupations écologiques. Istanbul, on me dit que la situation est critique et qu'elle devrait devenir insoutenable d'ici 2030. À Mexico, il y a des coupures tous les jours, plusieurs heures par jour, et Mexico importe 40% de ses besoins, et d'assez loin. Londres. Quand j'ai vu Londres dans cette liste, je n'en revenais pas. J'ai probablement, comme vous, l'image d'une ville plutôt pluvieuse. Maintenant, il ne pleut pas tant que ça à Londres, et Londres ne peut s'alimenter que dans la Tamise. Il y a une autre petite rivière qui s'appelle la Léa. Et donc, il y a des contraintes sur Londres. Tokyo, c'est la densité de population et la pollution des bassins versants qui est en cause. Et on va terminer par Miami, la ville chère à M. Trump. C'est parmi les 5 villes les plus pluvieuses des États-Unis. Vous pourrez penser que ça devrait être relativement facile de s'approvisionner en eau. Mais malheureusement, ils ont asséché les marais pour éviter les moustiques et les alligators. Bon, soit. Et l'eau au niveau de la mer remonte. Et donc la plus grosse nappe phréatique qui sert à l'alimentation de la ville est en train de devenir saumâtre de la même façon. Et donc des villes comme Miami, qui incarnent une manne de pluie considérable dans le pays le plus riche de la planète, eh bien, va manquer d'eau. Voilà. Mais M. Trump est pas au courant, il faudra qu'on lui explique. Voilà qui est surprenant. Alors vous pouvez trouver cette liste, elle est discutable, j'en ai trouvé plusieurs, mais la plupart des villes que je cite là se retrouvent, et voilà. Alors après, quels sont les autres problèmes qui sont induits par ce problème d'eau? C'est qu'une fois que vous avez compris qu'un pays ou une région est contrainte dans son alimentation en eau, comment elle va gérer sa relation avec ses voisins? Et ça va être en général un peu la loi du plus fort. En gros, conceptuellement, il y a 2 approches possibles. C'est soit je me sers de ce qui passe chez moi, dans mon jardin, caricature, et ce qui se passe en aval, je m'en fous. C'est une position. Elle n'est pas très généreuse, elle n'est pas très... mais c'est une position. Et l'autre position, qui serait l'idéal théorique, c'est de dire j'essaye de prélever avec raison, avec modération, pour ne pas perturber la vie en aval de mon emplacement. Ça, c'est le monde idéal. Et la vérité, elle est un peu entre les deux, hein, souvent plus dans le premier cas que dans le deuxième. Donc en fait, d'où le vieil adage, qui tient l'amont, tient l'aval. Hein, et je vais vous en donner 2-3 exemples. Alors on pourrait en faire beaucoup plus, mais j'ai juste voulu donner quelques éclairages. Le Moyen-Orient. Donc vous avez vu sur les cartes que le Moyen-Orient, qui ici encore une fois, il ne faut pas le voir bleu, il est tout rouge. Il est tout rouge. Bon. Donc en fait, la vérité c'est que vous avez la Turquie qui se trouve dans des zones raisonnables avec plus de 2500 mètres cubes par an et par personne, par habitant. La Syrie... non, l'Irak ensuite, dans l'ordre, c'est l'Irak qui est à plus de 1700, et après, Syrie, ça se dégrade encore un peu plus, et puis alors toute la partie qui est en dessous, Arabie Saoudite, Jordanie, Israël, Égypte, c'est la catastrophe. Je vous ai donné quelques ordres de grandeur, ils sont plus près de 200, 300, 500 mètres cubes par an et par habitant, donc c'est vraiment des zones qui sont dans des situations terribles. Mais alors quand on regarde plus précisément la Turquie, la Syrie et l'Irak, vous connaissez tous le Tigre et l'Euphrate, hein, qui sont des fleuves qui traversent l'Irak, qui nous ont valu toutes ces merveilles qu'on nous a enseignées quand on était petits, Sumer, Babylone et toutes ces choses-là. Bon, tout ça, ça traverse l'Irak, mais ça vient de Turquie. Et les Turcs, qu'est-ce qu'ils font? Dans les années 80, ils ont eu un gros programme de construction de barrages. Pourquoi des barrages? Pour avoir des retenues d'eau, pour l'alimentation des populations, pour irriguer des cultures, pour mettre en place des usines hydroélectriques. Je crois qu'il y en a à peu près 18 qui ont été construites. Il y a à peu près 1,7 milliard, si mes souvenirs sont bons, 1,7 milliard ou millions, je vais vous dire des bêtises. Je vais quand même vérifier. 1,7 million d'hectares de Turquie en Turquie qui ont été irrigués grâce à ces différentes choses. Et alors, la quantité d'eau que le Tigre et l'Euphrate continuent à véhiculer au-delà des frontières de la Turquie, c'est-à-dire lorsqu'elle traverse la Syrie et l'Irak, elle a baissé de 70% pour l'un et de 50% pour l'autre. Donc là, vous voyez, on est plus pour l'instant dans la logique, je me sers, et puis advienne que pourra pour les gens qui sont en aval.
Et comme en ce moment, l'Irak et la Syrie, pour des raisons géopolitiques que vous comprenez bien, ils ont un petit peu la tête ailleurs, ils n'ont pas encore eu trop le temps de se mettre à discuter avec la Turquie pour dire, là vous abusez un petit peu, il faudrait qu'on rediscute de la répartition. Le jour où les conflits se calmeront, nul doute qu'il y aura cette discussion. Après, la tournure qu'elle en aura, je suis incapable de projeter. Donc voilà un petit peu l'idée générale de ce qui se passe dans ce pays-là. Un autre exemple, c'est un pays qui avait, d'une région qui est déjà un peu conflictuelle, on conviendrait. Il se trouve que l'alimentation en eau de cet ensemble, c'est exclusivement lié au Jourdain au lac de Tibériade. Donc, le Jourdain, il est partagé entre Israël, la Palestine, la Syrie et la Jordanie. Vous savez que ce sont des pays qui, si vous les mettez autour d'une table, il n'y aura pas de difficulté à trouver un accord sur des sujets aussi simples que le partage de l'eau. 57% des ressources hydriques d'Israël proviennent des territoires qu'ils ont annexés lors de la guerre des 6 jours. Là aussi, pour ceux qui se posent la question d'une restitution possible de ces territoires, je pense que vous avez la réponse. C'est même pas la peine d'y penser. Vous avez donc le Jourdain qui descend le long de la frontière entre Israël et la Jordanie, et puis vous avez cet immense aqueduc que vous voyez qui part sur la gauche sur le territoire d'Israël. Donc il évite soigneusement la Cisjordanie, évidemment. La Cisjordanie, vous avez compris que c'est la Palestine, qui a un petit peu des difficultés à être reconnu dans ses pleins pouvoirs. Donc l'aqueduc, il évite soigneusement la Jordanie, il s'arrête juste un peu avant Gaza. Donc quand on arrive à Gaza, c'est comme dans tout système de distribution d'eau, quand on est au bout du tuyau, en général, vous ouvrez, il y a 3 gouttes qui tombent. C'est exactement la situation de Gaza. Et comme Gaza, un malheur n'arrivant jamais seul, a aussi ce problème que je vous ai déjà évoqué entre surexploitation des nappes phréatiques, montée du niveau de la mer, de plus en plus, les réserves d'eau souterraines de Gaza sont contaminées et deviennent saumâtres. Et donc Gaza, qui n'avait pas besoin de ça, a aussi ce problème d'eau en plus de tous les autres. Donc Israël et Turquie sont des États qu'on appelle hygro-hégémoniques. C'est-à-dire qu'ils ont le pouvoir parce qu'ils ont l'eau. Après, il va falloir qu'ils le gèrent ce pouvoir parce que vous comprenez bien qu'il y a des situations qui vont devenir, qui sont déjà totalement insupportables. Voilà pour vous donner une idée. Alors, on va terminer par mon sujet préféré qui est l'Australie. L'Australie, ça paraît loin, on n'entend pas trop parler. Bon, ils ont des kangourous. C'est 15 fois la superficie de la France. 15 fois. Un tiers de notre population. Enfin, un gros tiers, 23 millions. Donc on dit, c'est une île-continent, c'est tout vide. Oui, mais ça tombe bien que ce soit tout vide parce que les 2 tiers, c'est quand même du désert. Alors, là aussi, comme sur les dessins précédents, vous lisez les couleurs à l'envers. En gros, je pense que... Donc, quand c'est bleu, c'est mauvais, et quand c'est rouge, c'est plutôt bon. En gros, sur l'Australie, ce qu'il faut comprendre, c'est que 2 tiers de la superficie, c'est du désert. Que 90% de la population, elle est concentrée sur la bande sud-ouest. En gros, vous avez Adélaïde, Melbourne, Sydney, Canberra. C'est cette petite bande-là, et 90% de la population est là. La zone agricole la plus riche, c'est ce qu'on appelle la vallée du Murray-Darling, du nom de 2 rivières qui sont dans cette région, entre Nouvelle-Galles du Sud et Victoria. Vous ne le voyez pas très bien, mais arrive l'embouchure est à Adélaïde, et vous avez 2 grandes rivières, et cette zone-là, c'est la zone où se trouve concentrée la quasi-totalité de l'agriculture en Australie. Alors l'Australie, ils ont quelques petits soucis parce que la pluviométrie se dégrade d'année en année, et pour des phénomènes qu'on arrive à comprendre, c'est-à-dire qu'en fait, les tempêtes océaniques se décalent vers le sud. Donc en gros, il n'y aura bientôt plus de Tasmanie qui va en profiter, et les années où il y a le phénomène El Niño, c'est encore plus catastrophique. Donc il y a peu d'espoir que les choses s'arrangent, et donc c'est une situation de pénurie qui devient chronique dans les villes et dans les zones rurales. Et le problème, c'est que l'Australie, qui était un pays qui était peuplé d'aborigènes jusqu'à peu près 250 ans, a vu arriver des cousins à nous. Pourquoi des tu me Britanniques. regardes? Je pense que
il y a eu beaucoup de situations où les Européens ont fait beaucoup de bêtises, donc les Anglais ne sont pas les seuls. Bon bref, vous vous souvenez de l'histoire, il y a à peu près 250 ans, les Anglais ont balancé tous les gens dont ils ne voulaient pas, donc en gros tous les repris de justice, et les bagnards, et puis ils ont importé les modes de vie, occidentaux, donc on a fait de l'élevage de bovins, d'ovins, on a commencé à faire des pratiques agricoles telles qu'on les avait nous, et on ne s'est pas du tout rendu compte que l'écosystème de l'Australie était absolument pas adapté à ça. On a transposé les schémas dont on avait l'habitude ici en Europe dans un pays qui ne pouvait absolument pas y accueillir. Il faut savoir qu'à peu près partout sur la planète, les terres ont été immergées à un moment donné. Et elles ont émergé à cause de la tectonique des plaques, à cause des surgissements, plus les phénomènes de variation de niveau d'eau. Donc en gros, il y a du sel à peu près partout sur la planète à des profondeurs diverses. Quand vous faites de l'arrosage au goutte à goutte, c'est la plante qui va boire les gouttes. Ça ne descend pas plus profond dans le sol. Quand vous faites des arrosages industriels, et aux États-Unis et en Australie, vous les voyez beaucoup, si vous regardez les photos d'avion, vous voyez ces champs agricoles qui sont en cercle. Pourquoi? Parce qu'il y a une rampe avec un système d'alimentation en eau au centre, et j'ai une grande rampe qui fait un tour, et ça décrit un cercle. Et j'arrose. Là, j'ai beaucoup de déperditions d'eau qui descend. Et si j'ai du sel un peu plus dans la profondeur, je vais faire une colonne d'eau par laquelle le sel va remonter. Et petit à petit, je vais rendre mes terres impropres à la culture. Et ce sont des phénomènes qui se reproduisent pas. Donc l'Australie est très sensible à cette chose-là. Et les perspectives que nous annonce le GIEC sont encore plus catastrophiques. Le GIEC, dont vous vous souvenez qu'on nous parle de 1,5 degré si on a beaucoup de chance, je pense que plus personne n'y croit. 2 degrés si on est à peu près sérieux, je pense que plus personne n'y croit. On va être autour de probablement 3 degrés à la fin du siècle, ce qui va poser des sérieux problèmes. Mais il y a des pays qui vont faire plutôt meilleure pioche que d'autres, et d'autres qui vont faire plutôt plus mauvaise pioche. L'Australie fait clairement partie des pays qui vont faire très mauvaise pioche, puisque le GIEC avance le chiffre, je ne l'ai pas encore vu pour d'autres pays, de 6,7 degrés, arrondissons à 7 degrés à l'horizon 2080. Et dites-vous bien, quand on dit 7 degrés, c'est une moyenne. Ça veut dire que non seulement il y a l'élévation générale de la température, mais il y a des phénomènes paroxystiques qui vont se développer. Et donc, en cas de grosse canicule, ça ne va pas les 7 degrés qu'on a ici. Lorsqu'on a eu la grande canicule en France en 2003, les pics de température, de dépassement de température moyenne étaient de plus de 15 degrés par rapport à une température moyenne en France. Donc quand vous avez 7 degrés, vous pouvez vous dire que ce sera probablement 2 fois ou 3 fois ce chiffre-là lorsqu'il y aura des pics de température pendant les phénomènes les plus cataclysmiques. D'ailleurs, ils ont commencé à y goûter, parce que ce sont deux petits schémas que j'ai récupérés sur des sites australiens qui parlent de la sécheresse du millénaire dans l'Australie du Sud-Est. C'était entre 1997 et 2009, la plus longue et la plus sévère de tous leurs records, de toute leur histoire. Et qui disent être équivalent, je vous traduis le petit commentaire que vous ne pouvez pas voir, que c'était équivalent au worst case, au scénario le plus pessimiste qu'ils pouvaient imaginer à horizon 2050. Ils ont eu, à cette époque-là, entre 2003 et 2009, ce que les scientifiques pensaient être le scénario le plus pessimiste en 2050. Donc les phénomènes s'accélèrent. Et alors ce qui est rigolo, le deuxième schéma explique à peu près la même chose, avec des détails sur les précipitations par rapport à la moyenne, et on voit que globalement c'est bien pire que tout ce qu'ils avaient pu imaginer. Alors ce qui est intéressant, c'est que pour l'instant, les Australiens n'ont pas changé leur mode de vie. Les Australiens de la bande sud-est, ils continuent à avoir leur piscine, à avoir leur consommation d'eau équivalente à celle des États-Unis, du Canada, du Japon. Et apparemment, les mentalités ne changent pas beaucoup, mais ils vont être confrontés à une réalité certainement. Et puis ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y avait peut-être des gens qui avaient compris avant eux. Et c'est pour ça que je termine sur l'histoire des aborigènes qui avaient raison. Cette région-là, en gros, toutes ces îles, Papouasie, Nouvelle-Guinée, Australie, ont été peuplées par Homo sapiens, c'est à peu près 40 000 ans. Il n'a pas toujours fait tout bien, Homo sapiens. On sait qu'il a en général commencé par détruire tous les gros animaux, tous les gros mammifères. Bon, une fois qu'il a eu fini de tuer tous les gros mammifères, après il s'est un peu calmé. Et ce qui est certain, c'est que les aborigènes sont restés chasseurs-cueilleurs,
et peut-être qu'ils avaient l'intuition que leur terrain, leur territoire, leur écosystème ne pouvaient pas supporter autre chose. Alors je ne dis pas que personnellement je serais totalement ravi de vivre comme un aborigène, le chasseur-cueilleur c'est pas forcément une mode de vie auquel je suis complètement prêt, mais ce qui est certain c'est que jusqu'à l'arrivée des Occidentaux sur cette île-continent, eh bien le système avait été à peu près préservé. Parce qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai expliqué, les sols se salinisent par les phénomènes que j'ai expliqués. Les feux de brousse sont de plus en plus fréquents et de plus en plus tôt dans la saison. Sans cela, pas très différent de ce qu'on a vu cette année en Californie ou même en Europe du Nord. On a vu des incendies en Angleterre et en Scandinavie, ce qui n'était pas quelque chose de particulièrement fréquent. Et puis l'eau manque cruellement et le phénomène, comme je vous l'ai expliqué, va continuer à s'aggraver. Donc finalement, les aborigènes, ils avaient peut-être eu conscience ou de façon intuitive, ils avaient perçu que leur environnement ne supporterait pas un autre mode de vie que celui qu'ils avaient finalement choisi. Et donc finalement, je vais terminer avec des images qui risquent de ne pas être très jolies vu les couleurs. Et voilà le genre de photos qu'on trouve sur l'Australie, avec un lac asséché, avec un panneau no swimming, on ne risque pas de se noyer, ça c'est clair, on n'a plus de risque. Les poissons qui sont morts dans des failles desséchées, du bétail qui repose uniquement sur du fourrage qui vient d'ailleurs et parfois importé pour sa survie, et puis des gens qui pouvaient espérer faire un petit peu de bateau. Mais là, j'ai l'impression que ce petit dériveur risque de ne pas naviguer avant quelque temps. Voilà. Ce que je voulais vous dire sur l'eau, en une petite heure, que j'ai trouvé intéressant au travers des différentes lectures. Voilà.